Bonjour, je suis Delphine Chabert. Bienvenue dans Chabert Envoie, un podcast de campagne parce que je suis candidate aux élections du 9 juin 2024. Un podcast pour donner la voix à d'autres parce que pendant mon mandat, j'ai travaillé de toutes les manières à rendre visibles les invisibles. Les aides ménagères, les mamans solo, les travailleuses du sexe, les personnes sans abri, les jeunes en décrochage, les personnes qui souffrent de problèmes de santé mentale. Députée, j'ai porté leur voix dans les lieux de pouvoir, là où les décisions se prennent, mais pas par ces gens-là. Alors comme je fais campagne pour continuer à être députée, j'ai ouvert mon espace de parole à des personnes qui m'inspirent, des femmes beaucoup, mais pas que, parce que tout dans leur histoire est politique et que leur voix compte. C'est comme ça que je conçois la politique, que je la respire et que je veux la faire vivre avec vous. Allez, c'est parti pour 15 minutes de discussion, ou plus, et 1000 émotions, idées ou envies à partager. Bonsoir, alors ce soir j'accueille Anna. Anna, tu as 36 ans, tu travailles dans le secteur des titres-services depuis 12 ans. La première fois qu'on s'est rencontrés, on était avec un journaliste qui faisait ton portrait. À toi et à 3 autres femmes, et vous aviez en commun, toutes les 4, d'être des aides ménagères. Et cette rencontre a eu lieu avec ce journaliste et avec vous 4 et moi, puisque j'organisais au Parlement une grande journée pour rendre visibles les aides ménagères. Nous nous sommes rencontrés et nous avons fait ce travail ensemble. Et je voulais savoir si tu te souvenais, Anna, de ce portrait et s'il correspondait à l'Anna que tu es aujourd'hui. Tout d'abord, bonsoir. Je suis très contente de m'avoir accueillie ici. Effectivement, je me souviens toujours, c'était un jeudi qu'on s'est vu et ça correspond toujours le portrait à cette Anna. Et ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que vous nous aviez donné l'occasion de dire ce qu'on a sur son âme. Vous nous avez donné la parole à nous. Que jusqu'à ce moment, on y était un peu invisible, si on peut dire. Et donc, on a passé une journée à vous écouter. Beaucoup de personnes sont intervenues, des représentants des syndicats, des gens du secteur, etc. C'était quoi le message le plus important que tu voulais faire passer ce jour-là à toutes ces personnes qui t'ont écouté dans la salle? Il y avait plus de 100 personnes, mais aussi à ce journaliste du soir, Julien Thomas, qui faisait ton portrait. C'était quoi que tu voulais dire sur ton travail, notamment? C'était comme un cri à l'aide, parce qu'on trouvait qu'on n'est pas valorisé, en fait. On donne tout ce qu'on a le mieux, mais on n'est pas valorisé ni du côté de l'employeur, ni la société elle-même, parce que pas mal de fois, on se sent invisible, même si on a des gens à côté qui ne voyons pas. Et c'est triste, en fait. Et on a voulu mettre ça en avant et crier qu'on est là aussi. Surtout que, je ne sais pas si vous vous souvenez, pendant le Covid, on a été nommé essentiel. Oui. Et puis tout au bout, ça n'existait plus. Donc, on a vu un peu crier à l'aide. Tout à fait. Mais oui, on a commencé en disant vous êtes essentiels à nos vies et vous nettoyez nos bureaux, nos maisons, parfois très tôt, le matin, on ne vous voit même pas. Mais on arrive, tout est propre et on a besoin de ça. Et quelle est la place de ton travail dans ta vie? Qu'est-ce qui est difficile ou qu'est-ce qui aussi t'apporte des satisfactions? C'est quoi ton travail dans ta vie? Le travail dans ma vie, ça occupe une place du temps aussi assez important. Je dois dire que j'ai la malchance que mon mari il travaille beaucoup et qu'il part tôt et il arrive tard. Alors je dois gérer la famille et tout. Et le travail, pour pouvoir avoir un gain correct, il faut beaucoup de heures. Alors je sacrifie beaucoup de temps avec mes enfants pour pouvoir travailler et que me permettre d'avancer de jour après jour. Et comment ça se passe tes journées avec les clients quand tu vas chez les personnes? Parce que c'est particulier aussi comme travail, c'est que tu vas chez les gens, tu es seul. Chez tes clients, comment ça se passe? Est-ce que tu pourrais nous décrire ce qui est agréable peut-être, ou ce qui est difficile, ou ce qui se passe bien ou moins bien? Alors, je peux dire que j'ai eu la chance de trouver des clients sympas, qui ont été très gentils avec moi et qu'ils m'ont laissé organiser un peu mon travail à mon aise, qu'ils m'ont
pas stressés. Ils m'ont laissé faire tout ce que je voulais pour pouvoir organiser ma journée. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Comme vous savez, je suis déléguée, j'avais entendu plein de témoignages qui sont... On ne peut pas les imaginer. À quel niveau de manque de respect, de conditions pénibles de travail? Des conditions pénibles de travail, des manques de respect envers les clients. Et tout ce qu'il essaie de faire, c'est toujours le client qui a le dernier mot et les travailleurs sont prises un peu, si vous voulez, entre les employeurs et les clients. Et est-ce que tu pourrais nous décrire une situation difficile, parce que je sais pas si tout le monde se rend compte en fait de ce que vous faites pendant des heures chaque jour. Tu nous racontais pendant cette rencontre au Parlement des moments difficiles qui se sont passés avec des clients. Est-ce que tu voudrais bien partager ça avec nous, parce que je pense que c'est important qu'on entende ces réalités-là. Oui, on entend de toutes les couleurs. J'avais par exemple des clients qui mettaient à la disposition des travailleuses des sous-vêtements pour nettoyer, ou qui voulaient avoir une maison propre, mais ils n'avaient pas d'aspirateur, plein de trucs. Donc ils demandaient beaucoup, mais ils ne donnaient rien pour que tu puisses accomplir le travail pour lequel tu es là. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour éviter tout ce genre de situation, en fait? Effectivement, une visite s'impose à tous les nouveaux clients avant tout même commencer. Parce qu'il y en a des clients qui peut-être ils ne savent même pas quoi donner. Et ils donnent ce qu'eux-mêmes ils utilisent. Mais parfois, ça peut être très rabaissant, comme vous avez dit la situation tout à l'heure. Alors, une visite s'impose pour voir si le client il est bien informé de tout ce qu'il doit mettre à la disposition des travailleuses, pour voir si le temps, parce que beaucoup de fois, on appelle « j'ai besoin d'une travailleuse pour 5 heures », mais le travail il est pour 8. Alors, tu cours dans tous les sens pour pouvoir finir ce travail en 5 heures. La personne ne est passée avant voir si effectivement ce travail, on peut le faire dans les 5 heures. Et je crois qu'avec cette visite, si on part depuis le début sur un bon pied, ça pourrait s'améliorer, surtout sur les conditions de travail, sur le stress à gérer. C'est une qui s'attache à l'autre, si vous voulez. Et comment ça se passe? Tu enchaînes plusieurs clients par jour? C'est combien d'heures de travail par jour en moyenne ou par semaine? Moi, j'ai 32 heures par semaine. 32 heures. Mais il y en a qui, effectivement, ont même 3 clients par jour. Donc, c'est 3, parce que le minimum, c'est 3. 3 heures, il y en a qui en a 2. Donc, c'est en fonction de l'horaire de chaque personne. Mais moi, j'ai eu la chance d'avoir des clients avec 7 heures, 6 heures. Et alors, je faisais que ces clients de ces jours-là. Puisque, comme je vous avais dit, je devais aussi m'occuper de mes 3 enfants. Bien sûr. Mais justement, est-ce qu'on pourrait revenir peut-être sur ton trajet? Comment tu es arrivée dans ce secteur-là? Tu disais que tu es dans les titres-services, donc aide ménagère, depuis 12 ans. Comment tu es arrivée dans ce métier-là? Je suis arrivée en Belgique en 2012 parce que je suis d'origine étrangère. Et en fait, le secteur, c'était le seul secteur qui nous recevait et qui était prêt à faire les démarches administratives parce qu'à ce moment, on avait besoin de permis de travail. Alors, le titre-service, c'était le seul qui se mettait à faire tout le travail administratif et on était un peu obligés d'aller là pour pouvoir se mettre en ordre, obtenir un permis de travail, un permis de séjour. Et je me suis dit 1 an, 2 ans, et puis je vais me réorienter vers autre chose. Mais comme vous savez, c'est très difficile parce que d'un côté, si tu mets ta démission, tu es puni pour pouvoir suivre une formation. Et de l'autre côté, si tu veux aller faire une formation, par exemple, à Bruxelles Formation, puisque tu es sous un contrat, tu n'as pas le droit de suivre une formation. Et pourquoi? Parce que la priorité est donnée à ceux qui sont au chômage. Ah oui. Et donc, tu es en train de nous dire que toi, si tu veux changer de métier, et donc pour ça, tu as besoin d'être formé, tu n'as pas la possibilité aujourd'hui de sortir du secteur des titres-services? Effectivement, on s'est piégé.
Soit, oui, ça pourrait être la possibilité d'aller le soir, mais avec mes moyens, je ne sais pas payer une personne qui reste avec mes 3 enfants pour pouvoir suivre les cours des soirs. Oui, ça pourrait être une solution, mais pour le moment, pas dans mon cas. Mais pour suivre à côté, parce que comme je n'avais pas un temps plein, je suis inscrite chez Actiris comme chercheur d'emploi, mais je suis un chercheur d'emploi avec un contrat. Et le statut, c'est différent en fonction de ceux qui n'ont pas un contrat. Alors, tu n'as pas la priorité pour des formations avec Bruxelles Formation. Et qu'est-ce que tu souhaiterais faire, toi? Est-ce que tu as réussi à trouver un équilibre, peut-être? Tu disais, tu as 3 enfants, un mari qui travaille beaucoup. Est-ce que, avec tes clients, tu as réussi à trouver un équilibre entre pouvoir conjuguer un peu tout ça? Ou est-ce que tu voudrais, justement, changer de métier, changer de profession, changer de secteur, faire une formation? Oui, effectivement, l'équilibre, c'est difficile à dire parce que ça demande d'énergie surtout, et psychologiquement aussi, c'est un peu rabaissant si vous voulez. Et oui, je suis très changée, mais je suis déjà dans le secteur depuis 2012 et je souhaite me réorienter, mais je ne sais pas encore vers où. Oui. Donc, je suis un peu à la recherche parce que je sens que j'ai donné les 12 les plus beaux années de ma vie à ce secteur et je trouve que je dois tourner la page vers autre chose. Oui, et est-ce que tu as, dans toute ta carrière, déjà eu une certaine reconnaissance? Tu dis, c'est fort quand même, tu dis, j'ai donné les 12 meilleures années de ma vie. De ma vie, exactement. À mon travail. Et est-ce que tu as reçu quelque chose, je ne sais pas, une reconnaissance ou quelque chose qui te... Je peux dire que j'ai senti une certaine reconnaissance quand je me suis engagée comme déléguée. Ah oui. Ça, c'est depuis après le Covid, le 2020. C'est mon premier mandat, en fait. Je ne savais même pas que ça existe. C'est le permanent qui est venu me proposer. Je ne savais pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça peut être. Mais je me suis dit, je vais me lancer et je vais découvrir. Et effectivement, ça m'a apporté le fait que je pouvais résoudre les problèmes des autres, le fait que je pouvais parler pour les autres. Ça m'a donné l'envie de continuer et de pouvoir faire encore plus et plus. Et donc ça, c'est important pour toi, ce mandat, cet engagement syndical? Je dois dire que c'est lui qui m'a tenu vraiment sur la ligne droite, oui. Qui m'a donné le spin pour pouvoir avancer. Parce qu'on faisait quelque chose d'autre, pas que nettoyer. On avait la possibilité de parler avec des gens, avec d'autres choses. On rencontrait des autres personnes, des autres histoires, des autres niveaux aussi, parce qu'il faut le dire. Parce que nous, on est des aides ménagères, et c'est pas toujours que tu as la possibilité d'être devant vous et avoir la parole. Donc ça, je peux dire que ça m'a incité à vouloir plus et plus. Oui, notamment via ce mandat syndical. Oui. Moi, ça m'a apporté que de belles choses. Et peut-être aussi la dimension collective, parce que quand tu es aide ménagère, tu es seule en fait toute la journée dans ton travail. Et donc là, tu es avec d'autres délégués, vous avez des réunions. Exact. Quand tu es une aide ménagère, la plupart du temps, tu es seule. Maintenant, avec le Covid, ça a changé un petit peu parce que beaucoup de gens se sont retournés vers le télétravail. Mais la plupart du temps, tu étais seule avec tes pensées. Alors, le fait que tu sortais, le fait que tu mettais une autre, je sais pas, une jupe sur toi, un petit talon quelquefois, ça t'a donné la confiance et ça a monté un peu le moral de allez, ça va vers le mieux. Et est-ce que ton travail a des impacts sur ta santé? Parce qu'on parle souvent, quand je t'ai rencontré, quand j'ai rencontré les autres aussi, aides ménagères, elles m'ont parlé aussi des impacts sur leur santé, des problèmes, des opérations, des problèmes aux articulations. Est-ce que toi, ça a eu des impacts sur ta santé ou sur ta vie personnelle, ou sur ta vie de famille, ou ta vie en général? Est-ce que ça a des impacts?
Effectivement, le secteur, ça use beaucoup. Ça use beaucoup parce que ce sont des mouvements répétitifs que tu fais et la plupart des travailleuses ont des problèmes de troubles musculo-squelettiques qui sont de plus en plus affectés. En fait, d'ailleurs, les sociétés se plaignent d'un très grand nombre de malades. Oui. Mais je dois dire que pour le moment, moi, je ne suis pas affectée, mais j'ai la tendance d'avoir des petits signes par-ci, par-là, que ça commence au poignet, aux poignet, articulations, à la nuque. À la nuque. Parce qu'effectivement, tu fais des mouvements répétitifs qui, ça use. Oui. Ça use. Et est-ce qu'il y a des mesures de bien-être, de protection de la santé, où on vous forme à faire attention justement à ne pas faire certains gestes pour ne pas vous blesser? Est-ce que vous êtes encadré par rapport à ces questions de santé, de protection de votre corps, en fait, de votre outil de travail? Effectivement, on devrait être, mais l'ergonomie, la formation en ergonomie, ça aide pour adopter les bons gestes, pour pouvoir, pas guérir, parce que déjà qu'on est installé, tu ne peux plus guérir, mais n'est pas arrivé là. Mais il n'y en a pas beaucoup qui sont... Soit elles ne savent pas pour aller faire des formations en ergonomie, soit elles croient qu'est-ce que ça peut les apporter. Mais effectivement, et aussi le matériel. Le matériel, oui. Il y en a des matériels qui sont adaptés à ta hauteur, oui. Des matériels ergonomiques qui ça aide aussi beaucoup. Mais la plus importante, c'est les formations en ergonomie. Et donc, quand on t'entend, Anna, on entend qu'il y a quand même pas mal de choses qui ne vont pas. Écoute, je vais te poser une question. Si demain, tu étais ministre ou que tu avais le pouvoir de changer quelque chose, qu'est-ce que tu changerais en premier ou quelles seraient tes 3 priorités? J'ai eu la chance de voir via ce mandat quelques ministres. Je l'avais dit là aussi, je vais le dire aussi ici. On nous a dit plein de fois, c'est pas de mes compétences, faire ça, faire cela. Mais je crois que chaque personne qui se trouve dans quelque posture, il doit faire le maximum de ce qu'il ne peut pas jeter, que ce n'est pas de mon compétence, de faire tout ce qu'il peut de là où il est. Et déjà, les choses, ça peut changer. Et des deux, j'aimerais bien écouter plus les gens. Peut-être aller entre eux et voir qu'est-ce qu'ils souhaitent vraiment, pas faire à son aise ou à tout ce qu'ils pensent. Aller vraiment vers les gens pour voir qu'est-ce qu'ils ont besoin et qu'est-ce qu'on peut faire. Et surtout valoriser les personnes qui travaillent. Parce que c'est un petit écart entre ceux qui travaillent et ceux qui ne travaillent pas. Ils ne donnent plus envie de travailler. Ils donnent plus une personne qui est sur chômage touche presque la même chose avec nous qui on est dans le secteur titre-service, par exemple. On n'est pas loin. Alors, qu'est-ce que ça peut motiver une travailleuse à aller travailler quand le salaire et le chômage, c'est au même niveau? Donc, valoriser ceux qui travaillent. Une dernière question, Anna. Est-ce que tu te sens invisible? Parfois, oui. C'est vrai que parfois, oui. Mais, et puis, j'essaie de me relever à chaque fois et j'essaie de me montrer que je suis là. Merci, Anna. Merci à toi. Merci à Anna qui m'a consacré du temps et qui a répondu à mes questions en français alors que ce n'est pas sa langue maternelle. Anna se bat tous les jours pour qu'on la voie, pour qu'on la respecte, pour qu'on reconnaisse l'importance de son travail et aussi pour que son travail arrête de la rendre malade. Anna, elle est en arrêt maladie aujourd'hui et elle espère reprendre le travail bientôt. Et ce qui me touche chez Anna, c'est son combat avec le syndicat pour plus être invisible. J'aimerais, si je suis élue, faire reconnaître le travail d'aide ménagère comme un travail pénible pour qu'elle puisse partir plus tôt à la pension. J'aimerais faire reconnaître les affections, toutes les maladies qui l'empêchent de travailler comme des maladies professionnelles pour être mieux couvertes par son assurance maladie. J'aimerais qu'il y ait plus de contrôle sur son lieu de travail pour vérifier qu'elle travaille en sécurité. Ce n'est pas toujours le cas. Et puis, je voudrais de vraies formations pour lui permettre de changer de travail si c'est ce qu'elle a envie. Et surtout, des salaires corrects et un salaire digne. Parce que Anna, comme toutes les femmes qui prennent soin de nous, les infirmières, les aides-soignantes, les aides familiales, les puéricultrices et toutes les autres, toutes ces femmes sont essentielles à nos vies.
Et donc moi, j'aimerais une politique du care qui valorise tous ces métiers dont on ne peut vraiment pas se passer.